Bonjour, bienvenue à Votre député fédéral vous parle. À l'émission aujourd'hui, nous serons bien évidemment en compagnie du député de Richemont-Arthabasca, M. Alain Reyes. Et en deuxième portion de l'émission, nous recevrons deux invités qui viendront nous parler de leur organisme, le Restaurant populaire de Victoriaville. Donc, sans plus tarder, Alain, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Yes, très bien. Alain, pour ceux qui suivent un petit peu moins l'actualité sur la colline parlementaire à Ottawa, depuis la dernière émission, tu as eu la chance d'avoir plusieurs prises de parole en Chambre. Ouais. Peux-tu nous faire un petit résumé de tes interventions? Oui, c'était un mois assez actif à la Chambre des communes, au Parlement, dont en plus de toutes les réunions, j'ai eu plusieurs opportunités de faire des interventions en Chambre sur différents sujets. Premièrement, sur les dossiers qui me touchent personnellement dans mon rôle de porte-parole adjoint au niveau de la sécurité publique et de la protection civile. Donc, tous les dossiers qui touchent la marijuana, c'est un dossier d'actualité. Ouais. On sait que le gouvernement libéral veut légaliser la marijuana, la légaliser et la décriminaliser. Donc, dans ce cas-ci, je suis appelé régulièrement à intervenir dans ces dossiers-là. Il y a aussi le policier au Lac-Simon ouais. qui est décédé, qui a été tué lors d'une fusillade à l'intérieur de son travail. Donc, j'ai eu l'opportunité aussi de faire un témoignage pour, je dirais, témoigner toute notre solidarité de l'ensemble de la population canadienne, québécoise, à la famille et aux proches du policier qui faisait. Un homme en uniforme, une femme en uniforme qui veut nous défendre et qui malheureusement tombe au combat. C'est toujours très triste, ces événements-là. J'ai aussi la chance, bien, comme vous le savez, à Victoriaville, un nouveau maire, André Bellavance, qui était avant député fédéral. Même chose à Asbestos, le maire Grimard, qui de son côté a accédé au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Donc, souligner ces nouvelles positions de ces deux élus-là qui vont pouvoir aider à faire progresser la municipalité, chacun dans leurs différentes fonctions. J'ai eu à travailler aussi dans les dossiers de sécurité publique en lien avec l'immigration, le terrorisme, la radicalisation. Donc, plusieurs interventions de ce type-là. La traite des humains, on voit ce qui s'est passé avec les différentes fugues à Laval. À Laval particulièrement, oui. Donc, c'était dans l'actualité. Donc, j'ai eu à prendre position parce qu'il y a un projet de loi où tous les partis politiques, sans aucune partisanerie, avaient donné leur accord. Donc, on est dans les derniers droits de ce projet-là. On veut s'assurer que le gouvernement va aller de l'avant pour protéger particulièrement les jeunes filles qui sont des proies pour des gens qui ont des mauvaises intentions dans tous les milieux. Donc, il y a ça ici aussi au Québec, au Canada, malheureusement. Donc, on a du travail à faire au niveau législatif pour pouvoir y arriver. Parfait. Question que sûrement plusieurs personnes se posent à la maison, et moi-même, je me la pose. Comment ça fonctionne pour parler à la Chambre? Est-ce qu'on décide, est-ce que ça doit pas être comme à la petite école, on lève la main et on est choisi par le président? Il doit avoir un protocole, il doit avoir une rigueur ou un processus là, avant de pouvoir se lever en Chambre et s'adresser aux 328 députés. Là. Oui, tout à fait. Les gens pensent, parce que les gens voient les séquences à la télévision qui sont souvent à la période des questions. Cette période-là dure 1h15 à peu près. Elle est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle les déclarations de députés. Ça, il y a toute une séquence. Chacun des partis, on a un nombre de prises de parole, dépendamment du poids que l'on représente à la Chambre. Donc, il y a une séquence où, à tour de rôle, on a une opportunité de pouvoir faire une déclaration, libre à nous en fonction des sujets qui nous interpellent pour notre circonscription. Dans certains cas, c'est des sujets qui sont plus d'intérêt national. On est interpellé par le bureau de notre chef de parti. Et il y a la période de questions, là, qui est le gros spectacle. Ce qu'on voit aux nouvelles, le plus souvent du temps. Le premier ministre qui est interpellé, les différents ministres par l'opposition, où on traite de dossiers d'actualité qui sont à la télévision, dans des téléjournaux nationaux. Donc là, c'est vraiment le gouvernement qui doit répondre de ses décisions, de ses projets qu'il veut faire. Donc, encore là, c'est le gouvernement qui prend la décision de nommer ceux qui vont répondre. Et nous, de notre côté, c'est nos chefs, le bureau de nos chefs, le personnel en fonction de l'actualité, qui vont choisir. Et dans mon cas, bien, étant porte-parole adjoint en sécurité publique, il y a beaucoup de dossiers, donc régulièrement interpellés. Il y a, après ça, lorsque des demandes d'entrevues dans les journaux, médias nationaux, radio, où on est interpellé aussi. Donc, en général, les médias vont passer par les bureaux des partis politiques. Et là, on est demandé, dépendamment de notre aisance, dépendamment des dossiers, des sujets d'actualité. Donc, naturellement, quand c'est au Québec, souvent, c'est des députés francophones qui vont aller parler aux médias francophones. Donc, ça, c'est deux des grandes occasions. Mais il y a aussi tous les projets de loi, les motions
tant du gouvernement que de l'opposition. Et là, c'est libre à nous. Donc, on décide si on donne notre nom parce qu'on veut parler de ce dossier-là, comme on a eu un sujet sur la transparence des syndicats qui avait été mis en place par l'ancien gouvernement de mon parti politique, pour faire en sorte que les chefs syndicaux soient obligés de déclarer leur salaire publiquement. Toute dépense de plus de 5 000 devait être déclarée publiquement sur le web. Mais là, les libéraux veulent faire tomber cet élément de transparence, enlever l'obligation d'avoir des votes secrets pour s'affilier ou se désaffilier. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pris la parole, donc un discours d'une dizaine de minutes, où à ce moment-là, c'est moi qui réponds maintenant aux questions, même si je ne suis pas au gouvernement, sur l'intervention que je fais en Chambre. Donc, c'est très intéressant. Puis les gens qui veulent voir ces séquences-là peuvent y avoir accès directement sur le site du Parlement. Donc, chaque fois qu'on fait une intervention, les députés, tout est noté. Et toutes les fois qu'il y a des caméras, donc la plupart du temps, c'est filmé et c'est là, c'est présent. Donc, les gens peuvent retourner, voir les interventions qu'on fait. Donc, les transcriptions sont en ligne sur le web aussi? Sur le web, dans les 2 langues officielles. Donc, les gens peuvent avoir accès à tout ça ou sur le site de CEPAC, qui est le réseau, le média qui couvre tous les travaux du Parlement. Même chose de l'Assemblée nationale au Québec. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui souhaitent s'intéresser un peu plus aux affaires publiques, politiques. On se rend compte très rapidement que le fédéral nous touche très près, même si c'est des enjeux qui sont plus loin. L'immigration, la taxation, les impôts, la sécurité publique, l'agriculture, l'économie, c'est des choses qui nous touchent directement, même s'ils sont traités au niveau d'Ottawa, au niveau fédéral. Donc, il y a plusieurs opportunités pour les députés de pouvoir s'exprimer, représenter les inquiétudes, les enjeux de nos circonscriptions, les préoccupations des citoyens et des citoyennes. Puis c'est notre travail de trouver le bon équilibre parce que, naturellement, on ne plaît pas à tout le monde. En politique, l'unanimité, je peux vous assurer que ça n'existe pas, mais c'est notre jugement qui doit tendre vers le bon discours et pouvoir transmettre tout ça au Parlement. Puis tu l'as dit tantôt, il y a certaines fois où on prend la parole en Chambre où là, c'est toi qui dois être proactif. Donc, j'imagine que un député qu'on appelle backbencher, qui ne veut pas parler, peut le faire, mais quelqu'un qui veut prendre la parole, prendre sa place à la Chambre, là, il faut être proactif, il faut montrer qu'on connaît nos dossiers. Puis ça demande, je vois le temps de parole de 10 minutes, s'ensuit une période de questions, on est bombardé de toutes parts. Ça demande énormément de préparation, tout ça. Oui, énormément de préparation. Un député qui ne fait pas ses devoirs, qui n'est pas bien accompagné par son équipe, qui ne fait pas ses lectures comme il faut. On a accès à beaucoup de ressources, mais on a un travail à faire à titre personnel. Il n'osera même pas parler parce qu'à partir du moment qu'il va se faire questionner, il pourrait dire des bêtises, là, tout simplement, dire des faussetés. Et chaque mot est pesé. Tout le monde nous suit. Et je pense que la dernière chose qu'un député veut faire, c'est le front page, la première page d'un journal. Pour les mauvaises raisons, Oui, pour les mauvaises raisons, ouvrir un téléjournal parce qu'il a dit quelque chose qui était inapproprié dans les circonstances. Donc, il faut être très prudent, mais en même temps, bien, on a des opportunités et c'est à nous à les prendre à ce moment-là en étant, moi j'ai toujours dit, la politique, c'est un jeu d'influence. On a des idées, tout le monde veut échanger, puis après ça, il faut les porter, ces idées-là. Puis le plus haut palier de gouvernement, ça reste le gouvernement fédéral. Puis c'est là qu'on va commencer à faire les premiers mouvements qui vont se répercuter après ça au provincial, au municipal, dans les différentes organisations par la suite. En plus du travail en Chambre, il y a plusieurs associations interparlementaires. On te connaît étant dynamique. Tu t'es fait élire ou tu es membre maintenant de plusieurs de ces associations-là. Peux-tu nous en parler un peu puis nous dire ton rôle et le rôle de ces associations-là? Qu'est-ce que ça fait exactement? Tout à fait. Présentement, au niveau fédéral, il y a 12 associations qui sont reconnues par le gouvernement canadien. Ces associations-là, tous les députés ont l'opportunité d'en être membres. Moi, je suis membre de 6 organisations, donc Canada-France, Canada-Europe, Canada-États-Unis, Canada-OTAN, Commonwealth. On les choisit en fonction de nos intérêts personnels avec lesquels on veut travailler. Et donc, je suis membre de ces 6 associations-là. Il y en a d'autres, Canada-Afrique, Canada-Asie. Donc, des gens en fonction des intérêts personnels, où est-ce qu'ils veulent travailler, en apprendre plus sur les différents pays, les relations entre eux. Et moi, dans mon cas, en plus, bien, au niveau de Canada-France, j'ai été élu sur l'exécutif. Donc, ça me demande un peu plus de travail, un peu plus de rencontres aussi, mais des opportunités incroyables d'échanger avec les gens de la France sur nos enjeux, nos préoccupations, les défis que nous avons
Au Québec, c'est très important parce qu'il y a la barrière de la langue qui est moins importante parce que les Français parlent la même langue que nous. Il y a des enjeux dans l'immigration. On pense aux étudiants étrangers qui viennent ici. Donc, ça permet de sensibiliser les élus au niveau du côté français à notre réalité et nous en apprendre plus un peu chez eux. De leur côté également. Donc, plus qu'on en sait, plus c'est facile par la suite d'aider au niveau législatif pour faire tomber des barrières qui nous empêchent de continuer à avancer dans nos projets. Et à chaque année, on a une opportunité d'aller, nous, de notre côté, les rencontrer et eux, de leur côté, venir nous visiter. On a des visites diplomatiques, donc bientôt, au courant du mois d'avril, on a une délégation de France qui vient nous rencontrer. Et nous, de notre côté, on leur fait visiter, on leur montre tout ce qu'on a comme de notre côté. Puis même à la limite, on peut leur partager des projets de notre propre circonscription dans lesquels qu'on pourrait développer dans les années qui suivent par la suite, les mois, les années qui s'en viennent. Parfait. En tant que porte-parole adjoint de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, tu fais évidemment partie du comité de la sécurité nationale. Sur quoi vous travaillez présentement, les dossiers chauds? J'imagine qu'on regarde les nouvelles, il y en a plusieurs, mais ce qui retient le plus l'attention? On a eu toute une discussion au comité. C'est un comité qui est représenté par le Parti libéral, le NPD et le Parti conservateur. Naturellement, le Parti libéral étant au gouvernement majoritaire, ont plus de sièges. Donc, il y a tout un jeu, je vous dirais, d'influence pour essayer de mettre en évidence les sujets qui préoccupent beaucoup les Canadiens et les Canadiennes. Donc, les deux qui ont été emmenés, le premier, naturellement, par le gouvernement libéral, c'est tous les symptômes post-traumatiques de nos agents de la paix, de nos policiers, de nos soldats qui vivent des traumatismes après des événements là, qui constatent. Donc, un policier de la GRC, de la Sûreté du Québec, qui se ramasse dans un lieu d'accident, qui peut avoir des séquelles suite à ça, nos gens de l'armée qui vont combattre face à l'ennemi terroriste particulièrement. Donc, il y a un gros travail à faire, comment on peut mieux les accompagner, ces gens-là, pour minimiser ces impacts-là dans leur vie, leur famille et tout ce que ça peut avoir comme répercussion, même au niveau économique par la suite. Et le prochain sujet qu'on va commencer très bientôt, au mois d'avril, mai qui s'en vient, c'est tous les enjeux de radicalisation. On voit ce qui s'est passé avec les dernières attaques à Toronto. Il y a 1 an et demi à Ottawa, Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, les attaques qui sont faites par on appelle ça les loups solitaires dans le discours souvent, mais des gens qui se sont radicalisés tant au Canada qu'à l'extérieur que du pays. Donc, un gros travail qui va être fait où on peut faire venir tous les invités que l'on souhaite au Parlement, leur poser toutes les questions pour mieux comprendre et amener les projets par la suite un peu plus loin. Bien, super, merci beaucoup. On voit que ça ne chôme pas lorsque tu n'es pas dans la circonscription. Il y a beaucoup de travail qui se fait à Ottawa. Oui. Merci pour ces explications-là, c'était très clair. On va maintenant passer à nos deux invités. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Maintenant, comme on l'a fait lors de notre dernière émission, on reçoit deux invités. Il s'agit de Mme Catherine McCray et Claude-Marie Côté-Dion du Restaurant Populaire. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler un petit peu de ce qui se passe au Restaurant Populaire. Comme première question, j'aimerais peut-être que vous nous disiez la clientèle du Restaurant Populaire. Qui va vous voir au Restaurant Populaire? Bien, en fait, c'est une très bonne question. De un, pour ceux qui ne savent pas, le Restaurant Populaire, c'est un organisme qui sert des repas aux personnes à faible revenu. Donc, les personnes qui viennent nous voir, c'est très varié. On a beaucoup de jeunes familles de plus en plus, puis de personnes âgées qu'on ne voyait pas avant. Sinon, on a aussi beaucoup des gens qui vont vivre avec des problématiques de santé mentale, des troubles anxieux, ce qui fait que c'est une population très variée qui vient au Restaurant Populaire pour diverses raisons. Parfois, ça peut être pour une perte d'emploi, une situation temporaire. Il y a des gens aussi qui viennent tout simplement pour briser l'isolement, donc qui sont chez eux seuls, puis qui ont besoin de voir des gens discuter, fait qu'ils viennent au Restaurant Populaire sur une base assez régulière pour briser l'isolement. Puis, par curiosité, est-ce qu'il y a des gens qui viennent juste pendant une petite période de temps parce qu'il est arrivé quelque chose, puis vous les revoyez plus après parce que là, ils sont sortis de la problématique qu'ils vivaient, là, professionnellement, familialement, wow? Oui, très. Ça arrive quotidiennement. En fait, il y a des gens qui viennent vraiment, on les voit pas, on leur parle, on se dit, bon, ben on va se revoir. On les revoit pas. Puis ça m'arrive aussi parfois des gens qui ont une situation financière difficile, ils ne peuvent pas payer. On les voit pas pendant un bout de temps, ils disparaissent, puis ils viennent nous revoir par après, ils sont contents de nous annoncer qu'ils ont un emploi, que ça va bien, puis ils donnent un don au Restaurant Populaire en se disant, bon, ben vous m'avez aidé, maintenant je vous aide. Fait que vraiment, c'est beau à voir. Ça doit être très valorisant quand ça arrive, ces moments-là. Oui. Puis le fonctionnement dans le day-to-day, à tous les jours, j'imagine que c'est une équipe de bénévoles qui est là. Ça doit être un de vos actifs importants d'avoir
un groupe de bénévoles. J'imagine qu'il doit y avoir des réguliers puis il doit y avoir des gens qui se greffent de temps à autre, mais ça doit être ça, un de vos gros actifs là, au restaurant populaire? 100 Le restaurant populaire ne fonctionnerait pas sans les bénévoles, en fait. Vraiment, c'est notre atout. Tous les gens qui veulent s'impliquer sous différentes formes, on les prend. Il y a des gens qui viennent tous les lundis, il y en a qui viennent une fois ou 2 semaines. Fait qu'on a vraiment des équipes de bénévoles différentes. On essaie de voir avec le besoin de la personne. Parfois, c'est juste temporairement, comme à la saison des légumes dans les jardins. Bien, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour faire de la congélation. Des gens qui viennent vraiment sur une base temporaire. Sinon, c'est la même chose qui se passe là, au projet Boîte à lunch. On a une autre belle équipe de bénévoles. Fait que vraiment, en tout, on a à peu près 80 bénévoles là, qui donnent du temps au restaurant populaire. 80 personnes? Oui. Ouais. Wow. Je dirais que c'est tous des âges différents. Là, autant qu'on a des jeunes retraités, qu'on a des anciens étudiants là, qui sont rendus au cégep, qui viennent, là, qui ont un avant-midi de congé par semaine puis qui décident d'apprendre pour venir faire des lunchs. Et on a des mamans d'enfants qui reçoivent des lunchs, qui veulent s'impliquer. On a souvent des personnes aussi en francisation qui viennent, qui ont des stages. On a des jeunes du CFR qui sont là aussi en stage. Fait que, tous ceux qui ont envie de s'impliquer, là, ça travaille beaucoup l'estime de soi aussi, puis le sentiment de le côté redonner social à la aussi communauté. Oui, d'être souvent, intégré ça. dans la communauté aussi. Là, donc, puis au niveau justement de la communauté, c'est quoi l'apport de la communauté au restaurant populaire et également les gens qui vont dîner là? Qu'est-ce qu'ils apportent au restaurant populaire? Est-ce qu'ils ont une implication comme telle dans le fonctionnement? Encore là, c'est ça. C'est la même chose que pour les bénévoles. Le restaurant populaire fonctionne grâce aux gens qui veulent donner du temps, grâce aux gens qui veulent s'impliquer. Fait que nous, les gens qui viennent dîner, on leur demande de donner du temps. On leur demande de faire de la vaisselle, de laver les tables, des petites tâches comme ça. Ça arrive qu'on va les inviter aussi à venir couper des légumes avec nous quand c'est la grosse saison. Ou même, il y a des dîneurs qui venaient sur une base régulière, qu'on voyait, puis qu'on a décidé de les impliquer dans la cuisine. Ils viennent cuisiner avec nous maintenant une fois semaine. Fait que vraiment, c'est super primordial. La communauté, bien, ça l'est encore plus parce que c'est eux qui nous soutiennent sur nos projets, c'est eux qui font des dons personnels, c'est eux qui décident, après un événement, un buffet qui reste, de nous l'envoyer, de venir nous le porter. Pendant la saison là, des légumes, il y a des gens qui viennent, j'ai plein de tomates, ils nous amènent ça. Nous autres, soit on les utilise, on les congèle. Fait que vraiment, la communauté est présente, puis c'est important pour nous qu'elle soit présente. C'est ce que Raymond Roy souhaitait, en fait. C'était une prise en charge pour et par la communauté. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de garder là, au restaurant populaire. Donc, j'ai un party la fin de semaine, j'ai toute la famille qui est là, il y a des restants. Malheureusement, il y en a qui vont le jeter, il y en a qui vont penser dans le bac brun, mais il y en a d'autres qui auront le réflexe de dire il y a d'autres personnes qui pourraient un bol de salade de trop qui a été fait. Et on fait comment dans ce temps-là? Bien, vous pouvez vous rendre directement là, au restaurant populaire, puis nous, soit qu'on vous redonne vos plats lavés, ou sinon on garde tout ce qu'il y a. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on trie, puis si jamais il y a des choses qu'on garde pas, on les envoie à la sécurité alimentaire, il n'y a rien qui se fait. Il y a même déjà quelqu'un qui nous a appelé, infirmier, j'ai une vache à abattre. Je vous la donne, vous payez le débitage. Moi, j'en reviens pas à chaque fois de voir à quel point, premièrement, que les gens pensent à nous, puis les gens sont généreux envers ça. Ils sont sûrs que ça ne jette pas. Puis ça évite beaucoup de gaspillage alimentaire. Il y a des restaurants, des traiteurs qui nous appellent, puis on encourage qu'il y en ait encore plus qui le font parce que ça évite que ces choses-là se ramassent à la poubelle. En fait, ça sert à des gens, ça nourrit des gens. Nous, ça nous évite d'avoir à décongeler de la viande, à acheter de la viande. On la réutilise habituellement là, tout de suite la journée même quand on peut, ou on l'envoie en petits plats à la sécurité alimentaire là, pour les gens qui viennent à la distribution. OK. Fait qu'il n'y a vraiment aucun gaspillage. Catherine, tu viens d'invoquer le gaspillage alimentaire. C'est un sujet qu'on entend parler énormément depuis quelques mois, même peut-être quelques années, qui a énormément, surtout en Amérique du Nord, beaucoup de gaspillage alimentaire, de la production au frigo des gens. Bon, là, je suis content de voir qu'il y a des gens qui vous appellent ou vont vous rencontrer avec ça. Est-ce que les commerçants locaux, j'imagine que les épiceries locales, que certains distributeurs alimentaires de la région, au lieu de jeter, ça doit être une super belle option de passer par vous pour donner au suivant. Là, C'est une très belle option. On a des partenariats, le marché public le fait, certains traiteurs le font. Les épiceries, c'est beaucoup plus au niveau de la sécurité alimentaire qui va la récupérer dans toutes les épiceries. Par contre, elle nous fournit sur tout ce qu'on a besoin, qui ont en masse. Donc, les légumes, les denrées, ils vont nous fournir. Malheureusement, ce qu'on souhaiterait aussi un jour, c'est tout ce qui est la viande, le lait, les produits plus périssables qui sont plus dangereux dans la manipulation. Il n'y a pas d'épicerie qui les donne encore. À cause du risque, la peur que ce soit qu'il y ait une contamination. Il y a une ouverture. Moisson Montréal a fait des démarches. Moisson Mauricie, ça s'en vient. Fait que nous aussi, on veut essayer de développer ça dans la région. Par contre, il faut assurer une bonne manipulation de la nourriture. Fait que l'idéal, c'est d'avoir un camion réfrigéré pour ce faire. Mais ça serait vraiment notre souhait le plus profond parce que c'est de la viande qui est gaspillée, qui pourrait être réutilisée. Nous, on la transforme de toute façon.
on la cuisine, autant pour les boîtes à lunch que pour le resto pop. Là, c'est vraiment tout transformé. Tantôt, Alexandre a posé la question comment la communauté peut s'impliquer. Vous avez parlé beaucoup de temps, de bénévolat, des gens qui s'impliquent, des dons comme ça, des gens qui passent, mais est-ce qu'il y a vous avez besoin d'argent, là? C'est pas toutes des choses qui sont données. Y a-t-il des gros partenaires ou il y a une campagne de financement qui se fait? Comment ça fonctionne un peu, là? On a toujours des activités de financement qui se font. Par contre, là, notre grosse activité de financement ou notre gros projet qu'on vise en ce moment, c'est le parrainage. Oui, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on lance un appel à la population, que ce soit des individus, des particuliers, des groupes sociaux, des entreprises, de parrainer un jeune. Dans le fond, un étudiant, c'est 500 $ par année. Ça équivaut à 180 jours d'école, un repas quotidiennement gratuit à cet enfant-là. Donc, c'est sûr que plus on va avoir de parrains, plus on va pouvoir agrandir notre territoire et nourrir de jeunes. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de se limiter. On est dans 8 écoles. Donc, plus on va avoir de parrains. Là, on essaie, on aimerait ça en ramasser 50. C'est-à-dire que à chaque année, là, on renouvelle ça, puis que ça assurait la pérennité, justement. Là. Ça, c'est votre, excuse-moi, c'est votre projet boîte à lunch, on veut, dans les écoles. Ouais. Mais parlez-en un petit peu plus, là, on comprend le principe, là, mais comment ça se fait? Bien, en fait, c'est que ça faisait déjà 10 ans qu'on donnait des cartes repas, même concept un peu, mais c'est des cartes de cafétéria au secondaire. Puis là, ça commençait à être très coûteux. Donc, on s'est dit, on va les faire nous-mêmes, puis en économisant sur la cuisine, parce que c'est tous des bénévoles, puis des aliments un petit peu donnés là, qu'on a. Bien, en économisant sur ces coûts-là, on a pu l'apporter aux primaires. Donc, comment c'est fait? Bien, il y a des bénévoles qui cuisinent, il y a des livreurs bénévoles aussi qui font leur petite tournée. Ils donnent le bac, puis les jeunes viennent le chercher là, au secrétariat en cachette. Donc, on s'assure l'anonymat face à ça. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Oui, l'estime de soi de ces enfants-là qui subissent ce qui se passe dans leur vie. Là. Oui, c'est ça. Puis, on communique beaucoup avec les familles aussi. On a les 2 intervenantes, donc les dossiers sont évalués. C'est pas n'importe quelle famille qui a accès à ça. Puis, on s'assure de les référer aussi aux autres services sociaux de la communauté. Oui, souvent, l'information nous provient de l'école, d'une direction ou d'un éducateur en service de garde qui le voit que le jeune, il n'y a pas de lunch ou son lunch n'est pas complet. Fait qu'il va approcher un petit peu la famille pour voir c'est une situation problématique, puis il va nous les référer, mais dans le sens qu'il va donner le numéro parent puis dire fais ton pas de chemin, appelle à cet organisme-là, puis ils vont pouvoir t'aider. Puis nous, après ça, on fait une évaluation. C'est sûr qu'on s'assure de façon récurrente que le besoin est toujours là, que ça convient. Mais c'est sûr, vraiment, c'est bien encadré dans le but d'aider le plus possible le parent, pas juste de donner un lunch puis de laisser la situation aller, là, mais vraiment d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider cette famille-là. Puis comme elle disait Claude-Marie tantôt, on implique des parents. Si les parents ne travaillent pas, bien, on les implique aux boîtes à lunch. Viens cuisiner des lunchs. Ah, super. Ce qui fait que le parent est valorisé. En même temps, ça lui donne un peu... Il n'y a pas l'impression qu'il émane quelque chose. Voilà. Il participe à sa façon dans la capacité qu'il a là, de le faire. Puis d'une autre façon, ça peut donner des outils. Des fois, c'est des parents aussi qui n'ont pas le temps de cuisiner ou qui ne savent pas comment cuisiner pour réduire les coûts. Puis on est assez bon là-dedans là, pour essayer d'avoir des coûts réduits dans nos repas. Fait qu'on donne des bons trucs. Là. Puis éventuellement, on va faire des activités, on va pairer ces jeunes-là avec des jeunes de Solidarité Jeunesse. On va faire des activités, les amener à l'aquarium. On a déjà fait ça pour travailler justement l'estime d'eux-mêmes, puis les faire s'associer avec des jeunes plus positifs pour les motiver vers la persévérance scolaire. À titre d'ancien maire, maintenant député, j'ai été souvent sollicité dans des campagnes de financement pour ramasser de l'argent. Tantôt, vous avez emmené l'idée, là, je la prends, là, qu'on peut parrainer un enfant. Les gens qui nous écoutent à la maison puis qui disent « Je trouve ça fantastique, moi je voulais faire un don, je ne savais pas par quelle organisation, avec quelle organisation m'associer. » En général, il y a souvent des reçus d'impôts. Oui. Je pense que c'est important de le dire. Les gouvernements mettent en place des moyens pour stimuler les gens à donner, à contribuer à leur façon financièrement. Vous avez accès à ça, vous aussi, comme organisation? Et c'est accessible aussi pour pour les particuliers, c'est pas seulement les entreprises ou les gens peuvent continuer à faire ça. On a des jeunes qui ont décidé à Noël, bien, toute leur famille, au lieu de te donner des cadeaux, ils ramassaient l'argent pour ça, puis ils faisaient un don. Ou ils faisaient un tel événement, puis ils ramassaient pour ça. Donc, c'est vraiment n'importe qui peut se mobiliser pour ramasser un jeune. Pour 500 $, on nourrit un jeune pour une année scolaire autour de 180 repas. Oui, c'est ça. Donc, ça revient pas cher du repas. C'est un bel investissement pour les gens, pour les entreprises ou même les gens à la maison. On peut se regrouper, là, se mettre 2-3 amis, parrainer un enfant pour une année scolaire. C'est vraiment un beau projet. Puis, comme ces jeunes-là, c'est notre avenir, il faut en prendre soin. Puis, il faut s'assurer que quand ils sont en classe, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir bien écouter, bien réussir et
et apprendre. Bien, bravo, c'est un beau Exactement. projet. Est-ce que vous avez, s'il y a des gens qui seraient intéressés à être bénévoles, à faire des dons, quoi que ce soit, j'imagine qu'ils peuvent vous rejoindre, qu'ils peuvent vous appeler ou se rendre au restaurant populaire? Et voilà, tu as tout nommé les meilleures possibilités. Bon. Par courriel, sur le site Internet de Solidarité Jeunesse, il y a beaucoup d'informations par le restaurant populaire parce que c'est eux qui s'occupent de générer les reçus d'impôts pour nous. Puis sinon, bien, en personne au Resto Pop ou appeler au restaurant populaire 758-4615. 758-4615. Le numéro va apparaître quand même au bas de l'écran. Hey, merci. Puis c'est toutes des bonnes façons de pouvoir faire un don ou de s'impliquer vraiment aussi au niveau des bénévoles. C'est ce qui fait la richesse là, de l'organisme. Vous allez me permettre, souvent, des députés, les élus, on représente les citoyens, puis je connais très bien votre organisation, Solidarité Jeunesse aussi, Roch Tourigny, qui est souvent associée à cette cause-là. Bravo pour tout le travail au nom de toute la population. C'est beau à voir, c'est encourageant de voir qu'il y a des gens qui, main dans la main, travaillent à améliorer notre communauté. Vraiment bravo. Merci. Bien, merci de l'opportunité. C'est un plaisir. Merci d'avoir été des nous pour l'émission. C'est presque déjà terminé. Donc, pour ceux qui désiraient revoir l'émission, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la télé communautaire au www.tvcbf.qc.ca. Pour joindre M. Reyes ou un membre de son équipe, le bureau de Victoriaville est disponible tous les jours de la semaine aux 3 rue de la Gare ou par téléphone au 819-751-1375 ou encore avec l'adresse courriel que vous allez voir apparaître au bas de l'écran. Et pour ne rien manquer des activités du député, vous pouvez le joindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et très prochainement sur la nouvelle page web au alainreyes.ca. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.